Chers amis, chers compatriotes, chers frères et sœurs, en ce jour du 22 août, jour où je suis né, j'aimerais bien pouvoir partager un petit moment intime avec vous. Un moment où je parle un peu de moi, je vous dis un peu ce que je suis pour comprendre qui est cette personne et pourquoi elle est comme ça, pourquoi elle est parfois incomprise, pourquoi elle peut paraître comme une certaine énigme. Vous saurez un peu plus de moi aujourd'hui. Et je vous parlerai de l'actualité camerounaise, l'élection présidentielle et les coulisses de cette élection, et ce que je sais, ce que j'ai appris, ce qui me forge dans ma conviction, qui me forge dans la ligne que j'ai, et qui est presque la seule qui pourrait nous sauver du gouffre. Je vous expliquerai pourquoi. Restez jusqu'à la fin de cette émission, vous allez apprendre quelque chose de terrible. De terrible. Mais rien n'est perdu. Alors, je commence par vous dire merci. Merci à tous ceux qui ont eu une petite pensée pour moi aujourd'hui, qui ont manifesté un amour, une amitié à mon égard par un petit message sur mon post. Oui, je suis moi-même le premier surpris de constater que je suis aimé par vous. Je suis apprécié par vous. Il n'y a pas que des gens qui m'apprécient, et ce serait d'ailleurs inquiétant, dangereux. Mais je constate que ce que je suis est davantage compris aujourd'hui que par le passé. Parce que l'année dernière, j'ai eu effectivement des salutations, des remerciements, mais pas à ce rythme-là. Moi, ça m'est jamais arrivé, de faire un post d'anniversaire et que à 9 heures du post, un délai de 9 heures, que j'ai plus de 40 000 personnes qui ont vu, plus de 1000 personnes qui ont liké. C'est pas moi, je suis pas un lanceur d'alerte, je suis pas une machine, je suis pas un turbo. Moi, je suis juste un petit intellectuel qui pense qu'un intellectuel, c'est celui qui se mêle des questions de la société et qui essaie d'apporter son éclairage à lui pour que les gens qui ont peut-être un peu moins de discernement puissent comprendre. C'est ça le rôle d'un intellectuel. Et je suis modestement un petit intellectuel lanceur d'alerte ou éveilleur de conscience. Et je remercie ceux qui me suivent, ceux qui m'écoutent. Je remercie même ceux qui m'insultent. Parce que, apparemment, je suis pas facile. Vous-même, vous n'êtes pas facile. Et donc, ça fait plutôt un beau mariage. Donc, ceci dit, je suis né il y a déjà quand même beaucoup d'années, hein, plus d'un demi-siècle, hein, vous savez. À l'hôpital, enfin non, à la polyclinique Sopo-Priso, à Bona-Priso. Polyclinique Sopo-Priso. À l'époque où c'était the place to be, the place to burn. Là, et ma mère a eu la bonne idée de me faire naître là-bas. Donc je suis né là-bas, donc à Douala, et après mes parents ont migré un peu partout parce que mon père était forestier. On est allé, entre autres villes, il y a eu Kribi, mais j'étais tout petit à Kribi. Après, mes parents sont allés à Belabo, parce que mon père était chef des eaux et forêts. À Belabo, on a passé assez de temps, et puis après je suis allé en Balmayo avec ma mère, où j'ai passé 2 ans en Balmayo, Koumouen 2, et puis je me suis retrouvé à Edea, chez mon père. Mes parents qui sont donc séparés, on était encore jeunes, mais qui paradoxalement, ils s'entendaient à merveille séparés. Ouais. Quand ils sont séparés, moi on n'a jamais su ce que mon père reprochait à ma mère, ce que ma mère reprochait à mon père, mais tu peux pas parler de mon père à ma mère et vice versa, quand ils étaient plus ensemble. Ils étaient vraiment unis, ils décidaient tout ensemble. Et j'ai donc, après, vécu à Edea, où j'ai passé finalement toute ma jeunesse, hein, de la 6e en terminale à Edea, collège Saint-Pédis, chez les catholiques, et puis lycée d'Edea. Avant de venir au lycée de Newbel, où j'ai eu mon baccalauréat, finalement, une année à la fac, juste aéré à essayer de sortir, parce que je voulais être médecin, mais je voulais pas faire la médecine au Cameroun. Le Cameroun commençait un peu, c'était un peu prémonitoire, hein, le Cameroun commençait déjà un peu à me fatiguer. Ben, c'était déjà pas bien. À l'époque, quand je pars du Cameroun en 1988, je pars du Cameroun, en 1988, c'était déjà pas bien. Et donc, on rentrait déjà dans les périodes chaudes d'évaluation, qui arrivaient, je crois, en 90, ville morte et tout ça. Bon, moi, j'étais déjà parti avec une bourse du gouvernement pour faire mes études de médecine à Saint-Pétersbourg, en Russie, où j'ai été dans l'université Pavlov. Pavlov, qui est un physiologiste, prix Nobel de médecine, qui a découvert le réflexe conditionnel de Pavlov, qui consiste à dire que, à force de faire quelque chose, à force de poser un acte, finalement, vous devenez conditionné à poser cet acte-là. Et si vous posez l'acte-là à une heure précise, dans des conditions particulières, chaque fois qu'on va vous mettre dans ces conditions-là, à cette heure-là, vous aurez le même réflexe. Et donc, Pavlov a étudié ce réflexe-là sur un chien, le chien de Pavlov, dans un laboratoire, où il a donc mis en place un dispositif qui sonnait à une heure précise et on apportait la nourriture au chien. Chaque jour, à la même heure, le chien de Pavlov entendait une sonnette et la nourriture qui venait qu'on lui déposait et il mangeait. Donc, à force de répéter cette action tout le temps, quand on n'amenait pas la nourriture exactement à la même heure,
le chien commençait à saliver. C'est-à-dire que son organisme était programmé pour que à cette heure-là, qu'il salive. Réflexe conditionnel de Pavlov, qui lui a valu un prix Nobel. Et le réflexe conditionnel de Pavlov, on peut retrouver ça dans beaucoup de phénomènes chez nous. Vous savez, vous avez un chemin. Vous bifurquez toujours à un certain endroit pour partir peut-être à votre boulot. Tous les jours, vous faites ça, tous les jours, vous faites ça. Mais il y a le chemin qui continue. Un jour où vous ne travaillez peut-être pas, mais un jour du semaine où vous n'avez pas travaillé ce jour-là, vous voulez aller au supermarché plus loin. Si vous êtes discret, quand vous arrivez à cet endroit-là, vous allez prendre le chemin que vous prenez toujours. Je le dis parce que c'est ce que j'ai déjà vécu. Au réflexe conditionnel. C'est que vous êtes conditionné, votre cerveau est conditionné à toujours, sur ce chemin-là, à cette heure-là, vous partez au boulot, vous allez bifurquer. Autre phénomène expliqué par le réflexe conditionnel de Pavlov. Vous savez, vous êtes un voleur. Vous êtes habitué à voler. Vous vivez dans un pays où les gens volent. Les directeurs volent. Dès que vous avez appris qu'on vous a nommé, on vous a nommé DG de 15 semaines déjà volé. Vous n'avez même pas encore pris le poste, vous volez déjà. Ça, c'est un sketch, je pense, de Jean-Michel Cancan, ou alors d'un autre humoriste de la grande époque, des humoristes camerounais, qui avait fait un sketch de ce genre. Le gars, on l'a nommé. Il sait qu'il est directeur, donc il sait qu'il aura la signature bientôt. Mais non, il n'attend pas. Il faut, parce que le réflexe du vol a fait que toute la société vole. Chacun vole, on vole partout. Au Cameroun, on vole partout. Les gens, les milliards, dans comment on appelle ça encore là, les matelas, les oreillers, sous le lit, tout. On vole partout. Le réflexe du vol, il faut seulement voler. Voler pour voler. Tu voles même jusqu'à, tu sais plus où mettre l'argent, comme Mebengo. On dit que Mebengo avait des milliards chez lui. Tu fais quoi avec les milliards? Tu peux manger les milliards jusqu'à ça finit? Non. Mais Mebengo avait parce qu'il faut toujours voler, il faut prendre partout. Voler. Le réflexe conditionnel du vol. Donc Pavlov, c'est celui qui a découvert ça. Et moi, j'ai eu la chance, l'honneur, de visiter dans le musée Pavlov à Saint-Pétersbourg, quand on était encore en année préparatoire, année de langue. On a visité le musée Pavlov et le laboratoire où Pavlov faisait donc son étude. Et le bureau de Pavlov, sa chaise, je me suis assis. Le bureau de Pavlov, un prix Nobel de médecine. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup d'étudiants qui sont passés par le milieu, la sphère, le laboratoire d'un prix Nobel. D'un prix Nobel quel qu'il soit, et encore de médecine. Et moi, je pense que c'est une chance. Et ça fait partie des choses qui m'ont marqué dans ma vie d'étudiant, de scientifique. Ça m'a marqué. Ce qui m'a marqué aussi, c'est l'humilité des enseignants, des scientifiques russes. Des gens qui nous enseignaient, qui ne payaient pas de mine. En plus, à l'époque, c'était quand même dur, hein, l'Union soviétique de l'épaule était quand même pauvre, hein, c'est-à-dire que les gens, mais scientifiquement et tout ça, c'était des gens qui étaient calés, mais bon, sur le plan matériel. Donc vous voyez, alors il ne paye pas de mine, on vous dit qu'il est professeur de sciences physiques, de mathématiques, hein, de biologie, de médecine. La tête, elle est pleine, mais le corps est humble, simple. Dans la faculté de médecine où j'ai étudié, la restauration, le restaurant, c'est un restaurant de tout le monde, et les enseignants et les étudiants. Vous faites le rang, votre enseignant est derrière vous. Votre enseignant est derrière vous. Et pas n'importe quel enseignant. Un professeur, quelqu'un qui écrit les livres. Cette humilité de l'occidental, du blanc, m'a marqué. Je suis arrivé en France après, pour ma formation en cardiologie. J'ai rencontré toujours la même unité. C'est simple. Le professeur et puis les internes et tout, ça peut se tutoyer. Avec les infirmières, ça se tutoie. On n'est pas dans les gros titres et tout ça là. Mais pourtant, c'est des gens qui font avancer la science. C'est des gens qui font avancer la médecine. C'est les patrons de la médecine mondiale. Mais ils sont dans une humilité. C'est ça. Et c'est ça qui nous manque en Afrique, en général. Au Cameroun en particulier, où les gens sont dans un mandarinat qui ne dit pas son nom. Et vous voyez même le patron, c'est que le dieu d'un département de médecine en Afrique au Cameroun, ben, le mec, il n'est pas connu à l'étranger, hein. Il n'est pas connu. Quand il arrive dans des congrès occidentaux et tout ça, là, il rase les murs. Il n'est pas invité pour présenter quelque chose. Soit il a son petit abstract qu'il va présenter, soit il est là juste pour écouter. Mais dès qu'il rentre en Afrique, au Cameroun, ça devient le grand patron. Il ne porte plus sa mallette. Il doit avoir SB derrière tout. Ce manque d'humilité ne nous fait pas progresser. Et moi, j'ai vécu depuis le bas âge avec mes parents, avec mon père, qui, comme je vous ai dit, il était un chef de service, il avait 2 voitures. Chez nous, on avait 2 voitures. Mon père partait dans ses tournées de brousse avec une voiture, un chauffeur. Il y a une voiture qui restait là avec un chauffeur. Mais nous, on allait à l'école aider à pied. Sous la chaleur des DA. Et c'était la mi-temps. Tu pars le matin. Tu finis à midi, tu rentres à la maison pour partir à 14 h. Donc vous marchez là dans la soleil. La voiture était là. Quand on ne demande pas, papa, il y a la voiture là. Pourquoi est-ce qu'on part à pied? Ce n'est pas ma voiture. La voiture d'État, ce n'est pas ma voiture.
Voilà un peu la mentalité qu'il y avait au Cameroun à cette époque-là. Nous avons vécu là. Moi, j'ai vécu dans ça. Donc aujourd'hui, moi, mes amis d'enfance restent mes amis. Je joue au foot avec des gens qui parfois, honnêtement, ne me rencontreraient nulle part. Et d'ailleurs, quand on joue, ben, le gars, il peut me tutoyer, m'apostropher, même m'insulter, tout ça là. Bon, ben, c'est comme ça, la vie c'est comme ça. Donc sur Internet, ce que vous voyez là sur Internet, ce n'est pas trop différent. Moi, s'il faut aller au charbon, je pars au charbon. S'il faut que ça se joue au sol, ça se joue au sol. S'il faut lever le débat, je lève le débat. Mais si vous voulez venir, un genre, là, et tout ça là, vous allez trouver que je suis en place, je suis en poste. C'est ça qui est ça. Donc quand vous voyez là, vous êtes là, les toc-toc, les machins, tout là, c'est moi ça. C'est moi, il n'y a pas autre chose, c'est moi. Mais au fond, je vous aime beaucoup. Et c'est parce que je vous aime que je suis là avec vous. Parce qu'en réalité, il y a plein de gens, et je connais même mes collègues, cardiologues ou garçons qui sont ici en bain. Et ceux là, ici, ils sont contents là, ils vivent la vie là. Quand ils descendent au pays là, ils finissent avec les petites là. Les problèmes de gouvernance, des machins, tout là, ça les laisse à 35. C'est eux que vous aimez? Je vous avoue que moi, je ne les respecte pas. Je vous le dis, peut-être qu'ils vont même m'écouter. Moi, un intellectuel qui vit sa vie sans penser à son entourage, c'est un faux intellectuel. Un médecin qui est en Europe, qui vit bien, qui est dans les eBay, oh oui, le Cameroun, machin, tout là, mais qui ne prend pas des engagements sérieux. Je m'en viens, hein? L'engagement, c'est pas forcément venir sur Internet comme les mébonniers, machin, tout et tout, mais qui ne fait pas quelque chose. Ne serait-ce pas la sensibilisation de ses proches. Vous leur dites que cessez d'être des zombifiés. Prenez votre destin en main. Ne vous contentez pas de ce que vous avez, parce que vous avez là très peu par rapport à ce que vous méritez. Ne vous laissez pas aller par le tribalisme, par le fanatisme et tout ça, c'est que ça ne sert à rien. Adorer Eto'o ne vous apporte rien. Soutenir son frère du village, parce que il est Kambeti comme vous, alors qu'il mange, il ne vous donne rien, ça ne sert à rien. Cette sensibilisation, cette éducation, c'est le rôle de tout intellectuel, de toute personne qui a un certain niveau de discernement. Mais quand vous avez donc des gens qui, eux, d'ailleurs, ça les arrange, mais quand c'est comme ça, parce que quand c'est comme ça, les gens sont pauvres. Quand ils descendent au pays, ils tombent sur les belles petites qui n'ont pas les moyens. La pauvreté et la prostitution vont ensemble. Donc ils vont vous gérer 2, 3, 4 petites là, comme ça, là, ils sont contents ici, là, ils vont acribir, ils vont machin, après ils reviennent ici. C'est des faux intellectuels. C'est des faux intellectuels, c'est des faux médecins, c'est des faux juristes, c'est des faux. Moi, ce n'est pas ma vision de la vie. Je peux me suffire, et je me suffis même sur le plan matériel. Mais, c'est quel bonheur qui s'accommode de la pauvreté environnante. C'est quel bonheur. Et encore, quand je vois même des gens, ils descendent même au pays pour peut-être aider un peu, pour faire un peu aussi, travailler, si je prends un médecin, il va travailler dans des conditions bizarres au pays, alors qu'il y a des bonnes conditions ici là. Ça ne sert à rien. Moi, quand je suis au Cameroun, ce que je peux être utile à un malade, maximum à 20% de mes possibilités. Parce que sans moyens, sans équipement, ça ne fait rien. Vous êtes quel cardiologue qui n'a pas le matériel pour faire la cardiologie? Hein? Vous êtes quel cardiologue? Ici, là, dans un petit cabinet comme celui-ci, là, vous voyez peut-être le matériel qu'il y a là. Et je peux vous assurer que là, derrière, il y a plein de choses. Il y a du matériel, en bas, partout, il y a du matériel. C'est un cabinet. Ici, là, le malade vient, vous sortez, il sort de là avec un diagnostic. Et si ça va au-delà de ce qui est possible ici, là, dans toute la ville, il y a les hôpitaux, il y a les cliniques, il y a les centres d'imagerie, je prescris, le gars s'en va, il fait le truc, après il me revient avec un bilan clair, net et précis. C'est-à-dire que, ici en France, quand je mets mon intellect en jeu, je peux faire des diagnostics les plus complexes possibles. Donc je vais être efficace à au minimum 80%. Ou 90%. Le reste, c'est que bon, dans la vie, dans la médecine, il n'y a pas tout, hein, on ne découvre pas tout. Parfois, on est... enfin, au maximum de ce qu'on peut faire, il reste toujours une zone grise. Voilà, mais en général, on doit pouvoir, et on doit pouvoir partout, dans tous les pays. Et je veux même dire que davantage dans nos pays, qui ont des ressources, mais des ressources qui sont simplement mal orientées. Et nous avons donc le devoir de dénoncer tout ça. Nous avons le devoir de dénoncer tout ça. Et moi, c'est pour ça que j'ai cet engagement qui me provient donc déjà de mon éducation de base, parentale, et puis ma formation médicale, là où j'ai été formé, le milieu, l'influence que j'ai eue, et puis les principes personnels intrinsèques. Voilà, tout ça mélangé, ça donne le Aimé Boni que vous avez, que vous connaissez. Et nous allons donc continuer la lutte. La lutte de la décolonisation du Cameroun. La lutte de la souveraineté du Cameroun. Car nous ne sommes pas souverains. Nous sommes confisqués par une clique de personnes mises là par les puissances occidentales, notamment la France. Et des gens
qui, au fil des décennies, se sont renouvelés. Nous sommes dans la reproduction des semblables. Aïdjo laisse à Biya. Biya veut laisser à sa progéniture, enfin à son épouse, et puis voilà, pour continuer. Et si le 12 octobre, l'élection a réellement lieu le 12 octobre, si le 12 octobre l'élection a lieu, et que ces gens-là passent, vous êtes sûr d'une chose, c'est que nous sommes partis pour les 40 prochaines années. Laissez les histoires de que, bon, machin truc, il y a l'élection législative, il y a machin truc là. Peuple camerounais, cesse de fuir tes responsabilités. Tu ne vas pas t'imaginer que, après le braquage démocratique, donc, du 5 août, après ce braquage démocratique, et que tu n'as rien fait, et que ces gens-là, mais s'ils ont mis l'armée partout, s'ils ont quadrillé la ville, mais c'est parce qu'ils avaient peur. Quelqu'un qui n'a pas peur n'a pas besoin de faire de sa ville, de son pays, un champ de guerre. Nous ne sommes pas en guerre. Mais regardez ce qui s'est passé. Ça veut dire qu'au fond, ils ont peur. Ils savent que, comme l'histoire du monde l'a enseigné, parfois, c'est un déclic. C'est quelque chose. C'est que un petit grain de sable qui enraye la machine répressive, et tout s'emballe. Il n'y a pas une dictature qui ne soit pas fragile. Ça n'existe pas une dictature qui s'appuie sur des fondamentaux solides. Ça n'existe pas. Toute dictature est par définition fragile. Surtout si elle est construite sur une base fallacieuse, pas intelligente, villageoise. Et la gestion du Cameroun est par définition villageoise, fallacieuse, non rationnelle. La Roumanie de Ceausescu a basculé. Haïti de Duvalier basculé. Je pense bien que c'était Haïti. Le Zaïre de Mobutu a basculé. L'Ouganda de Idi Amin Dada a basculé. La Centrafrique de Bokassa basculé. La Syrie de Bachar el-Assad a fini par basculer. Ainsi de suite, ainsi de suite. On peut en citer à floraison. Donc, en réalité, il faut se dire que ce qui se passe au Cameroun n'est pas une fatalité. Ça dépend de nous. De nous et uniquement de nous. De la volonté du peuple. Pas le peuple qui dit, ah, je veux voir mes enfants grandir. Oh, je ne suis pas moi là. Oh, la paix est bien. Oh, viens ici là. Viens ici là. C'est ici que ça veut, viens ici là. Non. Non. Comme on l'a toujours dit, les Burkinabés n'ont pas eu besoin que la diaspora, sa diaspora vienne enlever Kampaoré. Les Ivoiriens n'ont pas besoin que la diaspora vienne à Abidjan pour marcher sur Yopougon. Non. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, une dictature qui peut se permettre le luxe sur 50, 100, 200 personnes. 250, 300 personnes. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas et vous le savez. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Paul Biya et sa clique Ngongo, Chantal Biya, shérif, ne peuvent pas ordonner qu'on tire sur 200 personnes. Ce n'est pas possible. Vous avez peur de sortir pour rien. Sortir pour marcher, pour protester. Et les occasions de protester, il y en a eu tellement. La dernière, c'est l'enlèvement des 16 personnes. Avec un silence notoire. Mais un silence qui en dit donc sur le rapport que le régime a avec son peuple. Que le régime fasse des tractations avec les ravisseurs en coulisses, ça, c'est normal. Mais qu'il n'y ait aucune sortie officielle d'emblée pour soutenir la famille. Et pour dire que la famille, on te soutient, au point où la famille se plaint. C'est encore une occasion. C'était une occasion. C'est une occasion pour dire au régime, on en a marre. On en a marre de l'insécurité. Et il y en a partout. Des occasions, le peuple en a déjà eu. Mais le peuple tourne le dos. Si vous tournez le dos, je vous dis encore que ce ne sera jamais mieux que maintenant. Ça n'a pas été mieux maintenant qu'en 2018. Ça n'a pas été mieux en 2018 qu'en 2011. C'était pas mieux en 2011 qu'en 1982 ou 83, quand Paul Biya prend le pouvoir. C'est une dynamique qui est progressive. Celle de la décadence, de la déchéance, de l'appauvrissement d'un pays et d'un peuple. Sachez que les problèmes domestiques que vous avez aujourd'hui ne vont pas s'améliorer. Soyons sérieux. Et vous dites à vos frères qui sont allés à l'étranger pour X ou Y raison, parfois même parce que leur vie est en danger dans ce pays de répression. Vous leur dites, viens ici là. Mais quelqu'un qui a l'eau, qui a l'électricité, qui a Internet, qui a la voiture, qui a le travail, qui a tout en Europe, vous lui demandez de venir marcher au point où quand il, s'il ne met pas extraordinaire, il vient pour marcher. Quand il va se retrouver à Poste Central, et il va vous dire, bon, venez alors, vous allez vous cacher.
Vous le savez. Vous allez vous cacher. Et il va rester donc seul. Comme Michel Doki et N'Djamène étaient seuls. Et monsieur le professeur Kamto était seul. Albin Djonga était seul. On les a pris. On les a amenés. Comme les 10 qu'on a pris dernièrement au Conseil constitutionnel. On les a pris. On les a amenés. Qui sont seuls. Peuple camerounais. Tu veux quoi? Tu veux continuer à vivre dans la misère? C'est ça qui t'intéresse, la misère? Bon, vas-y, si tu veux. On va tous perdre. Oui, parce que c'est notre pays à nous tous. Mais tu perdras plus que nous. Parce que toi, nous on va perdre le fait de n'avoir plus un pays natal. Oui, mais personne n'en meurt. Mais toi, tu vas mourir de la mauvaise gouvernance. Tu vas te faire kidnapper comme les 16 du septentrion. Et j'ai même appris qu'il y a encore eu un autre kidnapping aujourd'hui. Et comme vous avez estimé que, au lieu de réclamer le départ d'un régime, par tous les moyens, vous vous substituez au régime pour pouvoir payer les ravisseurs. Vous avez l'argent pour payer les ravisseurs. Soyons sérieux. Et quand nous décrions l'approche de ce lanceur d'alerte, qui effectivement a eu ce réflexe, un réflexe humaniste, on va dire, de générosité, et ça lui fait ça fait parce que c'est que vous allez l'apprécier. Et il adore ça. Qui n'adore pas les félicitations? Mais pas un geste intelligent. Et c'est aussi en ça que moi je dis que les réseaux sociaux sont venus gâter la société africaine. Et pas que la société africaine. Parce qu'en fait, aujourd'hui, vous retrouvez dans les réseaux sociaux des personnes, pour une raison ou pour une autre. Surtout parce que on est dans une société de consommation du buzz. Donc des gens qui ont construit leur réputation sur du buzz. Et qui deviennent très populaires, très vus, très écoutés. Donc ça devient des leaders d'opinion. Et donc, chaque fois qu'ils vont poser un acte, mais qui suis-je pour dire que l'acte là n'est pas bon? Qui suis-je? Allez voir les posts, allez voir mon post, ou l'un de mes posts, où je décris cette quête, cette cotisation. Pas parce que je suis un animal, pas parce que je suis insensible, pas parce que vous avez plus de compassion pour cette dame que moi. Mais moi, je suis froid dans les analyses. Je regarde, en fait, la finalité. Est-ce que la finalité est bonne? Est-ce que la finalité, ou alors vous voulez juste faire un coup de com? Ah, on a trouvé 6 millions pour la dame. What next? Déjà, il y avait 16 capturés. Vous avez donc cotisé pour 5 capturés. Bon, un est décédé malheureusement. Mais pour la maman, c'est 5. Vous avez cotisé. Et les autres? Et les autres kidnappings? Vous allez faire quoi? Et d'ailleurs, cet argent n'a pas servi donc à libérer les gens, puisque ça n'a pas été utilisé pour ça. Donc, ce pourquoi vous avez cotisé était inutile. Et on vous l'a dit, on vous l'a dit. Et je ne suis pas le seul. Beaucoup de gens ont décrié ça, mais vous venez nous insulter. Vous en arrivez à traiter un professeur de médecine d'être un toc-toc, de ne rien connaître. Donc c'est le lanceur d'alerte là qui est devenu l'intellectuel, le sage, celui qui a la réflexion la plus haute. C'est ça aussi le Cameroun d'aujourd'hui. Et c'est ça le monde d'aujourd'hui, ce monde virtuel des Facebook, où vous avez renversé les valeurs. Où maintenant, un médecin, professeur de médecine, est devenu zéro macabo. Parce que vous avez des lanceurs d'alerte qui certes sont intelligents, certes font beaucoup de choses, font des démonstrations qui sont utiles. Mais quand on est dans la prospective, venir mettre, c'est que froisser le diplôme d'un monsieur comme moi. Parce que un lanceur d'alerte vous a fait le buzz. Avec ça, on ne va pas déloger Paul Biya. Impossible. On ne va pas le déloger. On ne le déloge pas parce que ces gens-là qui sont au pouvoir, c'est des gens qui sont aussi intelligents que moi, qui ont la réflexion, qui ont étudié votre mindset. Des gens qui savent que ces gens, si on prend ici, là, ils vont faire comme ça, si on prend là, ils vont faire comme ça. Là. Donc on vous amène comme ça là. Avec des lanceurs d'alerte qui eux-mêmes font leur boulot, mais je suis désolé, avec tout le respect que je leur dois. Je ne connais pas un lanceur d'alerte qui a la moitié de mon parcours. Donc, si on doit s'asseoir pour des stratégies à mettre en place pour passer à la 3e République, je suis désolé, il n'y a pas beaucoup qui peuvent s'asseoir avec moi. Mais, aujourd'hui, vous avez vos dieux, comme par exemple Étofis, un footballeur, quelqu'un qui a tapé le ballon, qui a tapé sur le ballon, qui a tapé avec le tibia parfois, quand il a tapé. Il est devenu celui qui connaît tout plus qu'un universitaire, qui vous donne le là. Vous arrivez à idéaliser, à déifier des personnes qui, dans une société normale, se mettent derrière quand les intellos. Vous avez dit que oh, les intellos, vous avez le pays où là? Je suis désolé,
sans encore est dans la gouvernance de Paul Biya. Vous connaissez quel vrai intellectuel, un vrai, quelqu'un qui n'a pas faim, qui a fait le vrai bouc, que Paul Biya a pris dans son gouvernement. Vous connaissez. Et s'il y en a, un intellectuel qui va dans le gouvernement de Paul Biya, il reste là, c'est que c'est un faux intellectuel. Vous avez dit, oh non, calme-toi, tout ça là. Je dis encore, je me répète, un intellectuel, un vrai, qui va dans le gouvernement de Paul Biya, et il reste là. Je dis bien, il reste là. C'est que c'est un faux intellectuel. Un intellectuel qui part pour une mission précise, et qui est passionnante, qui fait sa mission. Et puis, à un moment donné, il s'en va. Et il fait une rupture totale. Au point que le gouvernement est obligé d'aller faire le banditisme pour l'écarter. C'est un vrai intellectuel. Je vous dis donc que ce ne sont pas les intellectuels qui ont mis le Cameroun dans cet état. Ce ne sont pas les intellectuels. C'est des intellectuels lolo, les sakodo, les tok-tok. Ceux que Norbert Zongo, le journaliste burkinabé qui a été killam par Camporé, appelait les intellectuels de compromission. C'est des compromis. C'est des gens qui sont là juste pour un peu donner un contour un peu humain, idéologique à une dictature. Je dis donc que dans un pays sérieux, vous ne pouvez pas mettre en avant des lanceurs d'alerte face à des intellectuels confirmés qui sont là pour vous dire comment on doit agir, ce qu'on doit faire, quelle orientation. Et j'insiste là-dessus. Vous ne pouvez pas aujourd'hui être des gens qui passent leur temps à écouter, à être dans les postes, dans les trucs des lanceurs d'alerte en tant que ceux qui vous disent ce qu'il faut faire dans la société. Ils sont là pour dénoncer, mais ils ne sont pas là pour vous éduquer à comprendre certaines choses et avancer. Et j'insiste là-dessus. Je suis désolé. Sinon, vous n'aurez que vos larmes pour pleurer. Depuis que nous sommes en campagne, vous avez écouté les lanceurs d'alerte, même dans leur position, vous dites ce qu'il faut faire et tout. Tout ça a échoué. Tout ça a échoué. Oui. Aujourd'hui, nous sommes dans une élection où le Conseil constitutionnel a validé 11 candidats d'opposition. Vous-même, vous voyez dans quel état? Vous voyez dans quel état? L'opposition est en lambeaux, déchiquetée, avec des proposants. Des gens qui cherchent juste leur poste. Tous, ils savent que au mieux, ils vont être deuxième. Donc, ils sont à la course d'être deuxième, troisième, et puis après, ainsi de suite là. Et en fonction de ça, comme eux tous, ils vont dire, bon, on va faire comment pour bien gagner. Chacun va se contenter de son poste. Donc, celui qui sera deuxième, il aura un certain nombre de ministères et des postes essentiels à l'Assemblée, ainsi de suite là. Au premier ministère, ainsi de suite. Le deuxième, enfin le troisième, aura un peu moins. Le quatrième, ainsi de suite là. On va vous parler d'un gouvernement d'union nationale, puisque le peuple est en ébullition. La contestation est grande. Elle va se faire féroce. Ces gens sont intelligents. Ils vont vouloir nous dire que bon, Paul Biya a gagné. Enfin, Paul Biya, bien, celui qui on va le remplacer par Paul Biya, machin, tout ça. On va remplacer ce gars qui nous commence là maintenant. Donc, ils vont dire que Paul Biya a gagné. Mais, comme il gagne pour tout le monde, on va faire un gouvernement d'union nationale avec tous ces candidats là que vous voyez. Tous là, ils sont à la course pour rentrer au gouvernement à la mangeoire. Oui. Bon. Sauf que ceux du Nord, ils ont déjà été à la mangeoire. Donc, c'est même peut-être les moins peu crédibles. Ils sont les moins peu crédibles parce qu'ils ont déjà été à la mangeoire. Comme on dit, bon, on a déjà mangé, on va encore quoi là-bas. Mais tous les autres là, vous voyez qu'Abra Libi, là maintenant, où c'est mouillé, refusez d'être ministre. Kabra Libi cherche à être deuxième. Ça, c'est le challenge maintenant. Qui va être deuxième? Kabra Libi cherche à être deuxième. Peut-être que deuxième, ça lui donne le poste peut-être de premier ministre ou de je sais pas trop quoi. C'est Joshua qui est de reste. On va dire que Joshua ne peut pas être ministre. On va dire que Joshua ne peut pas être ministre avec peut-être deux autres personnes là qui vont appeler maintenant les directeurs des trucs là, bon, le genre. Tous ces gens-là que vous voyez là, le SDF, le PCN, le PUS, tout ça là, quand vous les voyez sur les plateaux là, venez vous parler, ils n'ont rien à cirer avec vous. Ils cherchent à entrer dans la mangeoire. Et c'est ce qui va se passer. Et moi je vous dis que, quand un intellectuel vous parle, écoutez. Écoutez. Ça c'est un raisonnement qui est un peu plus logique. Comment vous pouvez expliquer que des gens qui ne peuvent pas verrouiller les... Vous m'avez dit qu'il y a combien de bureaux, les bureaux électoraux au Cameroun? Un candidat qui sait qu'il ne peut pas. C'est impossible que le PCN puisse couvrir tous les bureaux du Cameroun. C'est impossible que le SDF, c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible. Mais chacun va aller seul. Chacun va aller seul dans un pays où la tricherie est abyssale. Chacun va aller seul.
Vous pensez qu'ils partent seuls, pourquoi? Ils partent seuls, pourquoi? Parce que, en fait, ils ne sont pas en compétition avec le RDPC. Ils ne sont pas en compétition avec le RDPC. Ils sont en compétition entre eux. Voilà une élection où les candidats d'opposition ont pour adversaire l'opposition. Et pas le RDPC. Ils savent que Clément Tangana ne va jamais prononcer le nom de quelqu'un d'autre. Et qu'ils n'ont pas les moyens, l'indépendance nécessaire pour aller contester Clément Tangana. Et ils n'ont même pas la ressource humaine en termes d'assises nationales pour aller le faire. Ils ne le feront pas. Ils vont valider et accepter la position qu'on va leur donner. Soit c'est une position arrangée, ou alors, entre eux, là, ce sera objectif. On va dire que bon, celui qui a gagné là-bas. Mais pour bien dire gagné. Celui qui a gagné la deuxième place a gagné. Celui qui a gagné la troisième place a gagné, c'est ça là. Et maintenant, là, les places au gouvernement vont se jouer. Peuple camerounais, toi le Bassa, toi le Bamileke, toi le Nordiste, toi le Douala, toi le Béti, si je n'ai pas compris ça, c'est que tu es toc-toc. C'est que tu es toc-toc. Si tu ne comprends pas ce que moi, Aimé Boni, analyste politique, le plus grand analyste politique africain de ces 21 dernières années, si tu n'as pas compris ce que je te dis là, c'est que tu n'as rien compris. C'est que tu es toc-toc. Donc écoute ce que je te dis. Il te reste donc, peuple camerounais, d'actionner la guerre économique. La guerre économique. Il n'y a que ça, rien d'autre. La guerre économique. En plusieurs volets. Je vais te sortir, pas aujourd'hui, c'est aujourd'hui mon anniversaire. Je ne sors pas les secrets aujourd'hui, mais j'ai une compilation de preuves de ce que le volet homme d'affaires camerounais, c'est le nez de la guerre. Les gars sont en train de cotiser, sont en train de donner l'argent au Congo. Et si eux ils donnent, vous comprenez que les entreprises étrangères sont en train de donner. Sont en train de donner. Vous pensez que tout ce qu'on Congo fait là, actif là, il fait ça comment? Avec quoi? Avec l'argent. Puisque les caisses de l'État même sont vides. Au point où il est obligé d'engager un emprunt obligataire pour rafler les caisses de l'État. Et encore. Les entreprises sont en train de donner l'argent. Je vais vous sortir lundi, émission spéciale sur la cotisation des entreprises implantées au Cameroun. Cotisation pour Congo. Et ça clique. Je vais vous donner les noms. Et je vais vous donner le montant. Je vais vous donner même par qui ça passe. Lundi, soyez connectés à 21 h. Vous aurez le A1. Et quand je vous dis, et je vous l'avais dit quand je n'avais même pas encore cette preuve-là, quand je vous avais dit qu'il faut boycotter les entreprises camerounaises, les hommes d'affaires camerounais qui fricotent avec l'État, qui donnent l'argent à l'État, je vous l'avais dit. Je vous ai dit qu'il faut boycotter les entreprises françaises. Mais c'est symboliquement, il faut boycotter. Il faut boycotter les influenceurs. Il faut paralyser l'économie camerounaise. Paralyser. Les gens auront un peu faim, machin, vous allez, de toute façon, vous allez avoir davantage faim avec ce régime-là, s'il passe encore. Donc, tout ça là, c'est pour vous dire que, chers Camerounais, peuple camerounais, nous sommes à la croisée des chemins. Si nous ne faisons pas attention, le Cameroun va basculer dans l'horreur. L'horreur de la gouvernance la plus médiocre et la plus méchante, surtout la plus méchante de la planète. Car nous avons des dirigeants qui sont inhumains. Inhumains. Est-ce que vous savez que le Cameroun est le seul pays qui a refusé d'aider ses ressortissants qu'on a retrouvés au front de la guerre Russie-Ukraine? Le Cameroun a été le seul pays à ne pas les soutenir. Allez regarder une émission sur RFI qui date de janvier, allez regarder le podcast en janvier. Vous allez voir ça là, le témoignage d'un Camerounais qui s'est retrouvé au fond en Russie. Partant du Cameroun sous prétexte que, par une agence, un bateau Cameroun, en Russie pour soit travailler, soit faire des études. C'est comme ça que vous arrivez là-bas, vous vous retrouvez dans un camp de formation, et puis on vous dit que bon, non, vous êtes enrôlé. On vous promet des sommes. Mais des sommes qui ne servent à rien. Puisque c'est ces gens-là mal formés qui se retrouvent en front line. C'est les chairs à canon dans le bourbier ukrainien. Et beaucoup sont killants. Et maintenant, quand on informe l'ambassade du Cameroun à Moscou, elle ne fait rien. Les ambassades camerounaises n'ont jamais rien fait, vous le savez très bien. Mais parce qu'elles sont à l'image de leur patron, Yaoundé, qui ne fait jamais rien pour personne. Paul Biya n'a pas de compassion pour son peuple, il n'en a rien à cirer. Autant il va se lever pour aller libérer la famille française, kidnappée par Boko Haram. Autant il ne fait rien pour les 16 Camerounais, il ne fait rien, il n'a rien fait. On va dire que maintenant il y a une polémique, les Tchadiens disent que c'est eux. Mais si c'est le BI, donc le BI, c'est seulement être fort quand il faut étouffer l'opposition camerounaise. Donc le BI a été incapable d'attraper les ravisseurs. Si c'est que c'est le BI qui a récupéré les enfants. Alors ça s'est passé comment?
Donc ça veut pas dire que quand vous arrivez là, bon, vous voyez que ça c'est les ravisseurs là, ouais, on fait comment, vous voulez combien bon, comme c'est vous, parce qu'on avait dit 5 millions parce que bon, le peuple, bon, on a un peu pitié du peuple, nous sommes avec le peuple. Mais comme c'est vous là, dans les 50 millions, quand on demandait là, vous nous donnez ça. Ouais, dis donc, 50 millions, mais vous savez que l'autre on nous a donné 50 millions. Vous n'avez pas parce qu'on a donné, bon, après on sait que demain vous allez encore prendre. Nous, c'est pour ça qu'on a une campagne, il faut quand même qu'on finance notre campagne et tout. Bon, on donnait 30 millions, donnez 30 millions. Donc, le billet donne donc 30 millions ravisseurs. Et on remet tous les enfants. Bon, on va la prochaine et tout ça. C'est comme ça. Donc, c'est peut-être comme ça, c'est passé. Et c'est ça que vous voulez. C'est cette direction-là que vous voulez. Vous avez fait les malins. On vous dit la rue. Vous dites, ah, viens ici, toi, viens ici, là. Si 500 000 personnes déboulent sur les rues du Cameroun, même pas toutes les villes, les points centraux, Douala, Yaoundé, Garoua, dans chaque ville, 500 000 personnes inondent la ville. Pas bien foutu. Pas bien foutu. Il y a ça, il y a le boycott économique. Pas bien foutu. Mais vous voulez pas, vous êtes là. Vous suivez vos lanceurs d'alerte chouchou, qui ne vont jamais vous donner des idées comme ça. Là. Ils sont en train de faire jouer le buzz pour le buzz. Montrer les images des catastrophes et tout. Oui, il faut ça et tout. Et puis faire des petites phrases et tout. Voilà vos éclaireurs. C'est eux maintenant. C'est-à-dire que vous arrivez à m'insulter. Pour célébrer un lanceur d'alerte, vous m'insultez. Peuple. Je vous dis à lundi, 21h, sur ABTV, des révélations sur le financement de la campagne de Ngongo par les entreprises camerounaises et étrangères, avec des noms, des chiffres et des personnes qui perçoivent cet argent. À très vite.